Pourquoi chaque corps et esprit sont particuliers? Premier point, l'anatomie. Les hommes et les femmes sont différents d'un point de vue anatomique. S'il y a deux sexes, c'est bien que nous sommes différents. Femmes et hommes ne sont pas dotés des mêmes capacités physiques. Si cela était le cas, nous concourrions ensemble dans tous les sports. Les femmes sont plus souples et les hommes ont plus de force. Cette différence s'accentue surtout avec l'âge et la période de l'adolescence. Cette différence est naturelle et a une explication. Le bassin des femmes se dessine lors de la puberté. On observe quelques points majeurs. Le bassin de la femme est plus large et plus léger, ce qui permet une meilleure mobilité du bassin. Le sacrum de la femme est plus court, plus large et incliné vers l'avant. Cette particularité du sacrum féminin est remarquable dans une certaine position. En étant les fesses posées au sol et les deux jambes allongées devant, l'homme a plus de mal à rester dans cette position car il est attiré vers l'arrière. Évidemment, toutes les spécificités du bassin féminin s'expliquent par la nécessité d'accoucher. Le bassin doit être suffisamment large pour faire passer un bébé. Enfin, on remarque que quelque temps avant l'accouchement, les ligaments et les zones cartilagineuses gagnent en souplesse, ce qui permet de préparer le corps de la femme pour ce moment. D'un point de vue hormonal, les oestrogènes sont eux aussi responsables de la souplesse naturelle des femmes. Cette hormone favorise la rétention d'eau, ce qui entraîne un assouplissement des tissus fibreux et des ligaments. Si l'homme a naturellement une force plus importante que la femme, c'est parce qu'il a plus de tissus musculaires squelettiques. Les tissus musculaires squelettiques sont des muscles qui sont sous le contrôle de notre volonté et qui nous permettent de nous mouvoir. La testostérone, qui est présente principalement chez les hommes, est responsable aussi du plus grand nombre de ces tissus musculaires. La testostérone stimule les protéines et la formation de sang nécessaires pour la formation des muscles. De plus, les hommes ont la possibilité de développer de façon plus importante leur musculature. Les femmes en moyenne ne peuvent développer que 65% de la force des hommes. De plus, le squelette masculin possède des os plus longs et plus lourds et la tâche des muscles est plus puissante. À travers les spécificités du corps masculin, on remarque que les hommes ne sont pas prédisposés à se mouvoir de la même manière que les femmes. Voilà ce qu'il en est pour les principales différences anatomiques entre l'homme et la femme. Il est évident de se dire qu'il y a beaucoup d'autres différences, mais celles-ci sont d'autant plus importantes car elles rentrent directement dans la production d'un mouvement. Qu'est-ce qu'entraîne cette différence? La souplesse et la puissance des muscles vont permettre des mouvements différents. On constate surtout cela dans les sauts et les levées de jambes. Les garçons dans les ballets classiques ont bien souvent des passages solo avec de grands sauts. Les femmes auront tendance dans ces mêmes ballets à montrer leur souplesse dans des équilibres et des pas de deux. Deuxième point, pour argumenter dans ce point de chaque corps et esprit sont particuliers, on va parler de la notion d'habitus. C'est un autre facteur qui rentre dans la différenciation des mouvements entre les êtres humains. La façon de recevoir le monde et de l'exprimer n'est pas la même pour chaque personne. Quelqu'un qui a grandi dans un environnement urbain comme à New York ne va pas danser de la même manière que quelqu'un qui a grandi dans une campagne au milieu de la Russie, ni comme quelqu'un qui a grandi en Afrique centrale de l'Ouest. On peut évoquer la notion d'habitus de Pierre Bourdieu, sociologue français de 1930 à 2003, pour ses dates de naissance et de mort. Une notion en sociologie qui peut s'élargir à la danse. L'habitus désigne notre manière d'être, notre façon de penser, nos goûts. Nos habitus varient en fonction de notre environnement et de nos expériences. Tout part de l'enfance et de l'adolescence. C'est ce qu'on appelle la socialisation primaire, la famille et l'école étant les deux autres acteurs de notre éducation. C'est à cette période que l'on forge notre éducation, notre langage. Il est intéressant de noter que notre manière de nous mouvoir s'élabore aussi dans cette période. Un geste de la main pour dire bonjour ou merci, ou imiter quelqu'un par des mouvements ou ses expressions de visage. Cette éducation du mouvement, du comportement, du langage se continue à l'âge adulte, socialisation secondaire. Cependant, nos mouvements et comportements seront moins marqués que ceux appris dans l'enfance, tout simplement car notre capacité à intégrer de nouvelles informations est moins bonne que dans l'enfance. Tous ces éléments amènent à une création de mouvements qui est infinie. Là est toute la beauté de la danse, évidemment. Cependant, rechercher le mouvement parfait au milieu de tous ces mouvements revient à chercher une bague en diamant perdue dans l'océan. Malgré le désir de se conformer à la plus grande précision possible, chaque corps est différent. Chaque danseur est construit par sa propre coordination et sa propre manière de prendre le mouvement.
Chaque artiste a son histoire qui façonne un corps et un mental. Patricia Cargosian. Voilà ce qui en est pour la question qui visait à se demander pourquoi chaque corps et esprit sont particuliers. On va passer maintenant à la deuxième partie dans les prochaines vidéos. Merci à tous d'avoir suivi et on va faire la conclusion en même temps. Donc la conclusion de la première partie. Nous avons vu que chaque homme était différent physiquement et psychiquement. Cela entraîne la création d'une infinité de mouvements. Naturellement, nous nous sommes demandé comment trouver le mouvement parfait parmi tous ces mouvements. Nous avons dû établir des critères permettant de faciliter sa recherche. Cependant, nous avons vu que n'importe quel mouvement répondait aux critères de la perfection. Étant dans l'impasse, nous avons dû intégrer le concept d'humain parfait. Ce concept est comme un inconnu x dans une équation mathématique. Si nous devions concrétiser l'équation, voilà ce que cela donnerait. Mouvement plus humain parfait, entre parenthèses, x égale mouvement parfait. Sauf qu'en développant le concept d'humain parfait, nous avons vu que l'humain parfait est forcément mort et que le mouvement relève d'un corps en vie. Donc, le mouvement parfait absolu n'existe pas, ce serait contradictoire. Le mouvement parfait absolu est un mouvement qui se place au-dessus de tout autre, faisant passer tous les autres mouvements au second rang. Nous savons aussi maintenant qu'il n'y a pas des mouvements et un parfait, mais seulement des mouvements. La recherche du mouvement parfait est un escalier sans fin. Et il n'y a pas de dernière marche, celle qui est plus haut que toutes les autres en dessous.